Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire du coup consacré à la 3e édition de notre étude consommateur. En attendant, pareil que tout le monde arrive. Si vous ne connaissez pas, chez Partout, du coup, on est une solution SaaS qui permet du coup aux établissements physiques d'être mieux trouvés sur Internet. Donc, on va se baser sur 3 piliers principaux, du coup, notamment améliorer la visibilité de vos établissements physiques en travaillant notamment votre SEO local, en multidiffusant vos informations au niveau des points de vente et en faisant du multiposting sur Google, Facebook et Instagram. On va aussi travailler sur la partie e-réputation avec du coup la récolte et la gestion des avis clients. Et on va vous aider sur la partie commerce conversationnel et IA, notamment sur la partie message. Donc, on a déjà plus de 350 000 établissements qui sont équipés de nos solutions à travers le monde et ça représente à peu près 1200 clients. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Du coup, je pense qu'on a assez de personnes. Donc là, on va pouvoir un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Là, je vous pose le programme pour les 30 prochaines minutes. En gros, on va fonctionner en 3 grosses parties. Première partie sur les tendances sur la recherche locale, donc avec notamment les plateformes qui sont importantes pour les recherches locales et les facteurs qui comptent le plus pour convertir les internautes en visiteurs. On va également avoir les tendances sur l'e-réputation, donc qu'est-ce qui compte le plus pour les utilisateurs en termes d'avis en ligne, quelles sont les influences sur les comportements d'achat et sur les visites en magasin. Et on va finir par une dernière partie sur les tendances sur le conversationnel, donc les plateformes utilisées pour chatter avec un établissement, les temps de réponse et les tendances comportementales des utilisateurs. Et bien sûr, on finira par une petite session de questions-réponses, comme je disais au tout début. Donc, n'hésitez pas, je le rappelle, il y a une partie questions en bas à droite de votre écran. Et là, du coup, on va pouvoir commencer la présentation. De quoi ? On va peut-être se présenter aussi. Ah oui, pardon, on ne s'est pas présenté. Bah oui, tout le monde ne nous connaît pas, j'imagine. Donc, l'idée, c'est de te présenter. Vas-y, Sophie. Du coup, moi, je suis Sophie Trieux. Je suis marketing manager France chez Partout depuis plus de 3 ans et demi. Et je suis rejointe aujourd'hui par Stan. Oui, et donc moi, je travaille du coup dans l'équipe commerciale de Partout en France. Et l'intérêt de ma présence aussi ici aujourd'hui, c'est que c'est avec moi que vous pourrez échanger derrière si vous souhaitez approfondir les échanges d'aujourd'hui. Vous aurez mes coordonnées à la fin de cette session et je me ferai un plaisir d'échanger avec chacun de vous. Merci. Et je vois que Fabrice, du coup, demandera s'il y a un support qui sera disponible ensuite. Oui, on vous enverra tout à la fin, donc que ce soit l'étude en elle-même, les slides et ainsi que le replay, etc. Tout à fait. Vous aurez tout à la fin. Là, on va vous présenter les temps forts du coup de cette étude. Et bien entendu, l'idée, c'est que vous ayez par la suite accès à l'étude dans son intégralité pour approfondir les sujets qui vous intéresseront aujourd'hui. Et du coup, pour vous parler un petit peu plus de la méthodologie, donc pour vous donner un petit aperçu de comment, du coup, on a récolté un peu ces datas, du coup, on a fait appel à un cabinet d'études indépendant qui s'appelle Episto, avec lequel on avait déjà travaillé l'année dernière sur les éditions précédentes. Et le but, en gros, c'était d'avoir un échantillon représentatif de la population française. Donc, on a demandé à 1017 répondants de nous donner leurs avis sur des questions, comme je vous l'ai présenté, sur la recherche locale, la réputation et du conversationnel. Donc, ces personnes ont entre 18 et 64 ans. Et comme je disais, du coup, on a pris un échantillon qui est représentatif de la population française. Donc là, je vous ai mis un petit peu les détails des données démographiques et vous aurez du coup le détail complet dans l'étude en elle-même. Et du coup, je vais laisser la parole à Stan qui va vous présenter les chiffres clés. Oui, alors quelques chiffres en introduction des différentes parties qu'on va vous présenter qui montrent un peu les différentes tendances qui ressortent de cette étude. Le premier, c'est que il y a plus de 2/3 des répondants qui nous indiquent qu'une note inférieure à 4 sur 5 est rédhibitoire lorsqu'ils réfléchissent à rendre visite à un établissement. L'autre partie, nous indique que Google est prédominant toujours dans les recherches locales qui sont effectuées parce que 9 répondants sur 10 privilégient Google pour la recherche locale. Et les 2 autres stats concernent des données liées au conversationnel. Donc, une première avec un délai d'attente moyen de 5 heures qui est souhaité par les répondants. Et l'autre donnée nous indique que plus de la moitié de ces conversations sont liées à une intention d'achat. Donc, c'est intéressant, on va pouvoir s'en reparler dans la partie qui sera dédiée.
Première partie du coup concerne. Tu peux passer. Première partie du coup concerne ce qu'on évoquait sur la recherche locale. Je te laisserai du coup passer les slides si ça te va. Pas de souci. Ouais. C'est un très bon point, Yannick. On va s'en parler tout à fait. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont en préambule, pour ceux qui l'ont peut-être vu passer, Google a mis fin au business message. Donc, c'est un point qu'on a prévu d'aborder également dans cette partie dédiée. On pourra s'en reparler avec plaisir. Au niveau des recherches locales, déjà, ce qui est important de rappeler, c'est les différents types de recherches locales. Première partie va concerner une notion de notoriété. Donc ça, c'est des clients. Là, on a l'exemple de Leroy Merlin. Lorsque je tape Leroy Merlin Beaubourg sur Google, je vous connais déjà, en fait. Je suis déjà potentiellement client. L'enjeu qu'il y a autour de cette recherche, c'est de pousser les bonnes informations les plus pertinentes possibles à vos clients pour qu'ils soient en mesure de vous trouver, de rentrer en contact avec vous facilement et que l'expérience client elle soit la plus fluide possible. L'autre partie des recherches locales, et donc ça c'est un peu plus le nerf de la guerre lorsqu'on fait du SEO, ce sont les recherches découvertes. Donc ça c'est les clients qui ne vous connaissent pas encore. On a l'exemple ici, lorsque je tape magasin d'électroménager, je vais avoir différentes enseignes qui vont m'être proposées par Google. Ici, on voit qu'Electrodépôt remonte très bien. L'enjeu ici, c'est justement d'apparaître dans ces résultats de recherche et on va voir ce qu'il faut faire pour pouvoir remonter dans ces résultats. Déjà, en termes de tendance qui ressort de cette étude, on le disait, Google reste prédominant dans les plateformes utilisées pour effectuer des recherches locales, puisqu'on a une large majorité avec 87% de préférence des répondants à cette étude pour Google, donc 93% pour les 18-34 ans. Donc, c'est une large domination de Google, sans trop de surprise. Et on a également des plateformes qui ressortent. Donc, sur la partie social search, on voit que Facebook se maintient avec une présence constante pour à la fois les jeunes et les plus âgés. Donc, c'est une plateforme sur laquelle il est toujours très intéressant d'être présent. On voit qu'Instagram est dédié à une utilisation chez les beaucoup plus jeunes pour les 18-24 ans. Et la particularité d'Instagram, c'est que c'est des recherches qui sont de plus en plus visuelles du fait de la nature de toute façon de ce réseau. C'est Instagram, tout passe par la communication autour des photos. Et donc, ça a un impact aussi sur la manière dont les jeunes vont effectuer des recherches locales. Oui, tout à fait, Carole. La fin de Google Business Message, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un événement important qui est intervenu la semaine dernière. On va pouvoir s'en reparler. On a pris une partie dédiée là-dessus. Et donc, effectivement, Instagram, très visuel, fait qu'il y a énormément d'impact sur les photos que vous allez pouvoir poster et que c'est très important de communiquer, que ce soit sur Google ou sur ces réseaux, avec un certain nombre de photos autour de vos établissements. Et le dernier réseau qui ressort, c'est TikTok, dont l'utilisation est encore très modérée, mais par contre, bien évidemment très présent chez les jeunes, mais plateforme intéressante puisqu'on constate qu'il y a un taux d'engagement qui est très fort avec 2 fois plus d'engagement sur cette tranche d'âge par rapport aux autres sur TikTok. Donc, réseau intéressant à regarder. LinkedIn, très peu utilisé aujourd'hui. C'est un réseau qui est quand même présent, plus utilisé dans le B2B que dans le B2C, mais qui ne fait pas partie aujourd'hui des réseaux qui sont prédominants dans cette étude. Aujourd'hui, l'enjeu qu'il y a autour de ces recherches, c'est bien entendu de générer du drive to store. Et plusieurs données intéressantes qui ressortent de l'étude nous le montrent. Aujourd'hui, il y a près de la moitié des 18-44 ans qui ont répondu à l'étude qui se rendent dans un établissement la même semaine où ils ont effectué une recherche locale pour cet établissement. Donc, ça montre l'intérêt en fait d'être visible, d'être trouvé, parce que c'est potentiellement un client sur 2 qui va venir se rendre dans votre établissement au moment où il aura fait une recherche. Autre information, c'est qu'on voit qu'il y a environ 6 répondants sur 10 qui utilisent les recherches locales pour trouver des informations sur un magasin. Donc, ça, c'est une tendance qu'on voit et qui évolue par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé avec les sites web. Avant, on se rendait beaucoup sur un site web pour aller trouver des informations. Aujourd'hui, Google et les recherches locales sont beaucoup utilisées pour trouver des informations sur un magasin ou sur une enseigne.
Et l'autre point qui est important à avoir en tête, c'est ce qu'on évoquait avec Instagram et on voit l'impact de l'émergence de ces réseaux sur les résultats de recherche, puisque les 2/3 des répondants indiquent que les photos d'un établissement jouent un rôle important dans leur décision de visite. Et donc, les conseils qu'on peut vous donner chez Partout, au-delà des résultats qui ressortent de cette étude, les bonnes pratiques à avoir en tête pour pouvoir remonter dans les résultats de recherche. Premier axe concerne l'optimisation de vos informations. Quand on parle d'optimiser vos informations, c'est notamment ce qui va concerner le nom de l'établissement. On peut vous donner un exemple. Lorsque vous recherchez à acheter une voiture électrique et que vous êtes concessionnaire, eh bien, si sur la fiche Google de votre établissement, l'intitulé électrique apparaît, vous avez beaucoup plus de chances de remonter dans les résultats de recherche de quelqu'un qui va effectuer ouais, tout à fait. Et de quelqu'un qui va effectuer une recherche autour d'une voiture électrique. Donc, plus les fiches d'établissement correspondent en fait à votre activité, plus vous avez de chances de remonter dans ces résultats de recherche. Un autre exemple de données qui est importante à mettre à jour pour remonter dans les résultats de recherche, c'est les catégories. Aujourd'hui, on voit énormément d'enseignes qui renseignent une seule catégorie pour décrire l'activité. Si je vous prends l'exemple d'une station essence, la catégorie station essence va être en général la seule catégorie renseignée. Or, il est extrêmement important de renseigner plusieurs catégories pour vous démarquer par rapport à vos concurrents et remonter dans les résultats de recherche. Google vous permet d'en ajouter jusqu'à 9 supplémentaires. Si on reste sur notre exemple de notre client qui a voulu acheter une voiture électrique et qui demain cherche des endroits où est-ce qu'il va pouvoir recharger sa voiture électrique, toutes les stations essence qui se seront mis uniquement en station essence en catégorie vont être au même niveau et vont pas forcément être les plus pertinents dans les résultats de recherche. Si vous ajoutez une catégorie qui indique borne de recharge pour véhicules électriques dans une station essence, là, vous avez beaucoup plus de chances justement de remonter dans ces résultats de recherche. Donc, c'est des critères qui sont extrêmement importants pour travailler votre SEO. L'autre aspect concerne les données autour de vos coordonnées, nom, adresse, numéro de téléphone. L'idée derrière ça, c'est que les informations que vous allez pousser sur votre fiche, il est très recommandé qu'elles soient également présentes sur votre site web et qu'elles soient forcément les mêmes parce que Google détectera potentiellement s'il y a des divergences entre les informations que vous communiquez sur d'autres plateformes et les informations que vous poussez sur la fiche Google. Et si vous manquez de cohérence, c'est des éléments qui peuvent dégrader du coup votre SEO. Donc, important de communiquer ces informations et qu'elles soient bien visibles sur votre site et deux, qu'elles soient bien cohérentes avec celles qui sont poussées sur votre fiche Google. Et le dernier exemple qu'on peut vous donner, ça concerne l'optimisation SEO. L'optimisation SEO de votre site web. L'idée, c'est que votre site soit construit de manière à ce que des éléments qui vont être de discours, de texte, qui vont être renseignés sur votre site, correspondent à votre activité et aux recherches qui vont être faites par vos clients. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important de comprendre comment vos clients vous trouvent aujourd'hui sur Internet, quelles recherches ils tapent pour vous trouver et adapter en fonction le texte SEO qui va être présent sur votre site pour faire en sorte que celui-ci ait plus de chances de remonter sur Internet. Bien entendu, là, on vous a donné 4 exemples. Il y en a des dizaines d'éléments qui vont vous permettre d'être meilleur sur votre SEO et de remonter du coup dans les résultats de recherche. Et si vous souhaitez creuser cet aspect, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Autre axe qui est important lorsqu'on a fait ce très bon travail déjà d'optimiser les informations qui sont présentes sur votre fiche et sur votre site Internet, c'est de multidiffuser ces informations sur tout un certain nombre de plateformes. Il y a des plateformes, il y a un double enjeu autour de ça, c'est qu'il y a des plateformes sur lesquelles vos clients sont présents et donc c'est important de pouvoir capter des clients sur ces plateformes. Et même s'il y a certaines plateformes sur lesquelles vos clients ne sont pas forcément présents, il y a des plateformes qui ont du poids pour Google. Et donc, le fait d'être présent sur ces plateformes, ça va vous permettre de tout simplement à Google de détecter que vous êtes présent et donc de considérer que vous avez plus de crédibilité et donc également de vous faire remonter dans les résultats de recherche sur Google. Et bien entendu, l'enjeu qu'il y a derrière ça, c'est de faire en sorte non seulement d'être présent, mais bien entendu de mettre à jour toutes ces informations sur ces plateformes, parce que si les informations que vous poussez sur ces différentes plateformes ne sont pas, je pense par exemple à Waze, à Apple Plan, on voit beaucoup d'établissements qui diffusent des informations sur Apple Plan, mais qui les mettent à jour sur Google et pas forcément sur Apple Plan. Eh bien, si les données ne sont pas cohérentes,
entre ces plateformes, eh bien pareil, c'est des éléments qui vont dégrader votre SEO. Donc, important d'optimiser ces informations sur Google, de les multidiffuser sur les plateformes qui comptent et de faire en sorte qu'elles soient uniformes et mises à jour constamment. Merci Stan pour ces précisions sur la recherche locale. Maintenant, on va passer à la partie e-réputation. Donc, maintenant qu'on sait comment les internautes recherchent des établissements locaux, on va aussi voir que les avis, ça a un vrai poids dans leur prise de décision. Le but de cette partie, c'est vraiment de voir du coup quels sont les critères qui sont importants pour les internautes en termes d'avis, qu'est-ce qui va compter pour eux et quel est le poids aussi des avis négatifs dans leur prise de décision. Déjà, de manière globale, les avis, c'est le critère principal dans le choix d'une entreprise locale. Donc, on peut le voir, ça s'est vérifié du coup au niveau des tendances qu'on a demandé du coup à nos répondants. Donc, on a 71% des 71% des internautes qui vont déclarer que les avis et la note moyenne d'un établissement ont un impact sur leurs intentions de visite. Donc, c'est vraiment important du coup de bien travailler du coup le référencement et la réputation de vos établissements en ligne. Et on a aussi 69% des participants du coup qui ont classé les avis positifs et les recommandations d'amis ou de proches comme les facteurs les plus importants dans leur décision d'achat. Donc ça montre vraiment le poids des avis du coup dans les processus de décision, notamment avant de se rendre en magasin. Une autre grosse tendance qui s'est dessinée sur cette étude, c'est que les internautes sont de plus en plus exigeants au niveau des magasins qu'ils fréquentent. Donc, ils sont plus exigeants que l'an dernier sur les notes moyennes, notamment. Donc, parmi les utilisateurs pour lesquels la note moyenne a une importance, on peut voir qu'ils sont 2/3 à estimer qu'une note inférieure à 4 sur 5 est rédhibitoire. Et je ne sais pas pour toi, du coup, Stan, mais pour moi, en tout cas, c'est vrai que 4 sur 5, c'est vrai que c'est le minimum pour un établissement. C'est vrai que moi, je me rends très rarement, en tout cas quand j'ai le choix, après quand j'ai pas le choix, c'est différent, mais quand j'ai le choix, un établissement qui a une note inférieure à 4, c'est sûr que j'ai beaucoup moins de chances de m'y rendre qu'un établissement qui est au-dessus de 4. Et je vois Carole qui nous demande, alors il y a beaucoup de questions, on en reprendra certaines à la fin, on ne peut pas répondre à toutes en live, mais je vois par exemple, on a Louis Quérault qui est d'accord avec nous et je vois que Carole nous demande si les avis doivent être certifiés. C'est vrai qu'on peut clarifier quelque chose là-dessus aussi, c'est qu'on voit beaucoup d'avis qui émergent de beaucoup de plateformes aujourd'hui. Le plus important forcément pour Google, ça va être les avis Google. Donc, c'est les avis sur lesquels ils sont certifiés effectivement par Google. Et l'enjeu, il est double à ce niveau-là. C'est le critère autour de l'expérience et de la réputation, donc dans le choix que va faire un consommateur de se rendre dans un magasin, dans un établissement. L'autre point, c'est que c'est également un point qui va avoir un impact sur votre SEO. C'est-à-dire que la note que vous allez avoir, le nombre d'avis que vous recevez, est-ce que vous répondez à vos avis et en combien de temps vous y répondez? C'est également des éléments qui vont être analysés par Google pour favoriser votre référencement. Et donc, il y a un double enjeu autour du fait d'adresser cette partie avis. Je ne sais pas si tu voulais prendre une autre question ou... Non, alors on a Rémi qui nous dit que le milieu de la restauration biaise potentiellement ce résultat. Oui et non, puisque là où vous avez raison, Rémi, c'est que le secteur de la restauration, c'est le secteur pour lequel les avis sont les plus importants. Historiquement, ça a beaucoup été le cas. Mais d'ailleurs, vous verrez en allant, ce n'est pas des données qu'on vous a montrées là, mais vous verrez en allant consulter l'étude, on voit qu'il y a énormément, aujourd'hui, ça se diversifie beaucoup. Il y a de plus en plus de secteurs pour lesquels les avis prennent de l'importance dans la décision autour du fait de se rendre dans un établissement. Donc, c'est des données qui sont présentes dans l'étude approfondie que vous pourrez retrouver. Mais historiquement, ça a toujours été la restauration. Ça reste le secteur dans lequel les avis sont les plus importants. Mais aujourd'hui, ça s'est vachement élargi. Donc, intéressant à avoir en tête. Ouais. Et pour rebondir un petit peu, du coup, c'est des données qu'on a eues. On a pu vérifier du coup cette hypothèse de diversification des secteurs, que ce soit vers ces données-là qu'on a eues sur l'étude consommateur, mais également sur notre baromètre des avis qui utilisait du coup de notre donnée client. Donc c'est vrai que du coup ces deux données se recoupent et c'est vraiment une grosse tendance de fond qui se dessine. Et enfin, du coup, pour finir sur cette partie vraiment e-réputation, du coup, je ne peux pas parler e-réputation sans parler avis négatifs. Donc, on peut voir que du coup, les avis négatifs, c'est toujours le nerf de la guerre.
et que la grosse tendance autour des avis négatifs, c'est que la réponse à un avis négatif est très plébiscitée par les internautes. Donc, les résultats indiquent que les internautes ne sont pas forcément contre le fait de retourner dans un établissement dans lequel ils ont une mauvaise expérience, à condition du coup que la réponse du propriétaire de l'établissement soit convaincante. Et du coup, pour ça, vous pouvez jouer sur deux aspects, du coup, la réactivité et la qualité de la réponse. Et comme ça, il est possible aussi de transformer du coup tes clients détracteurs en clients satisfaits, voire promoteurs. Ouais, et ça, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui subissent un peu les avis sur Google et qui le traitent un peu à la marge. On se dit souvent que ça fait pas plaisir de gérer des avis qui sont négatifs. En réalité, et ça, c'est valable dans l'univers de la relation client au sens large, lorsque vous avez des clients qui sont pas contents et qui vous font part de leur insatisfaction, bon, déjà, ça vous donne des données sur potentiellement des axes d'amélioration. Mais dans l'autre cas, c'est surtout que ça vous permet d'être réactif, d'y répondre et en traitant bien une insatisfaction, bah, c'est là où vous pouvez. Il y a un terme qui est beaucoup utilisé dans la relation client qui dit transformer le pépin en pépite. Et nous, on y croit beaucoup à ça chez Partout. Et donc, on le voit bah, aujourd'hui, hein, c'est ce qui ressort de cette étude. Les clients nous le disent. Lorsque vous êtes bon dans la réponse à une insatisfaction, bah, vous avez des chances de vous faire modifier un avis et vous envoyer un message positif également à toutes les personnes qui vont consulter cet avis. Et du coup, pour rebondir là-dessus, on peut voir du coup que l'importance d'y répondre, c'est vraiment hyper important d'y répondre, notamment parce que 44% du coup des répondants nous ont indiqué lire systématiquement les réponses des propriétaires d'établissements pour les avis négatifs. Donc en fait, le fait d'y répondre, déjà, ça envoie un signal positif à la personne qui vous a laissé un avis parce que ça prend du temps. Mais c'est également, faut garder en tête en fait que du coup, votre avis et votre réponse en fait sera lue par des milliers d'internautes qui vont tomber sur votre fiche. Donc c'est toujours aussi important de pouvoir y répondre et de surtout pas y répondre à chaud et de bien réfléchir du coup à la structuration de votre réponse. Et on a Cécilia qui nous demande comment remonter sa note Google. Alors, il y a plein d'actions que vous pouvez faire pour remonter votre note Google. C'est un gros travail. Si on peut vous en partager quelques-unes. La première, c'est de peut-être bien analyser, déjà comprendre, en fait, regarder vos avis, les analyser pour comprendre où se situent potentiellement vos points forts et vos points faibles. Vos points faibles, du coup, c'est travailler autour des avis, voir ce que vous pouvez améliorer lorsque c'est possible pour adapter et rendre vos clients plus contents, tout simplement, et offrir une meilleure expérience client. L'autre aspect qui peut vous permettre de remonter votre note Google, et nous, c'est un sujet sur lequel on travaille avec nos clients chez Partout. Donc, chez Partout, pour rappel, on permet de gérer, de centraliser, de gérer les avis avec de l'automatisation pour être plus réactif. Et ce qu'on permet de faire à nos clients, c'est de solliciter des avis à des moments où des clients ont potentiellement eu une meilleure expérience, de solliciter des avis positifs pour générer plus de bonnes notes. Parce que c'est vrai que c'est souvent les clients les plus mécontents qui s'expriment le plus. Donc, d'inciter vos clients qui sont contents à s'exprimer à travers un avis et donc de remonter votre note moyenne. Merci pour ces précisions, du coup, Stan. Et je te laisse finir sur la partie contact. Oui, alors cette partie contact, là, on va parler du coup de toute la dimension conversationnelle et commerce conversationnel. Déjà, ce qu'il faut, la vraie donnée qu'il faut avoir en tête, c'est que le conversationnel, je pense qu'on est qu'au tout début de cette tendance. On observe une vraie montée en puissance du conversationnel dans les méthodes de contact des clients auprès des enseignes. Aujourd'hui, la plateforme la plus utilisée, ça rejoint un peu le constat qu'on avait fait sur les réseaux sociaux pour les recherches sociales, ça reste Facebook Messenger avec un taux d'utilisation de 47% de la part de nos répondants. On voit que c'est une augmentation par rapport à l'année dernière, à l'étude qu'on avait faite l'année dernière, qui a presque doublé. Donc, ça montre la tendance qu'il y a autour de ces plateformes. Facebook est suivi par Instagram, WhatsApp et le canal SMS. Et ce qui est intéressant, notamment sur WhatsApp, on voit que c'est un canal qui devient très fort et qui a une vraie montée en puissance puisqu'il y a une augmentation de plus de 250% par rapport à l'année dernière. C'est des canaux aujourd'hui qui sont majoritaires dans d'autres pays et qui arrivent très, très fort en France. Donc, il y a un vrai enjeu autour du fait de commencer
à adresser ce canal, à savoir comment le gérer et à habituer vos clients à utiliser ce canal pour vous démarquer par rapport à vos concurrents. Et donc, l'enjeu qu'il y a autour de ces canaux, on voit que c'est des habitudes qui changent, c'est des tendances qui évoluent autour des habitudes de contact. L'enjeu qu'il y a derrière ça, c'est d'être présent là où vos clients le sont, donc d'arriver à comprendre les canaux qui sont importants pour vous et de pouvoir les adresser pour ne pas passer à côté de vos clients. Mais au-delà d'y être présent, il y a des exigences également sur la rapidité de réponse. Pour la moitié de nos répondants de toutes les tranches d'âge, un délai de réponse est attendu sous 24 heures. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que pour les 25-34 ans, là, on a un répondant sur 4 qui attend une réponse en moins d'1 heure. Ce que ça veut dire, c'est que, bien entendu, il faut adresser ces canaux et y être présent, mais il faut aussi être organisé, équipé pour pouvoir bien les gérer et être dans ces délais de réponse attendus. Et c'est d'autant plus important puisqu'on voit que plus de la moitié des conversations qui ont lieu sur ces canaux sont liées à une intention d'achat, puisque 53% des répondants ont indiqué comme très probable le fait d'effectuer un achat après avoir eu une interaction par message positive avec une entreprise. Donc, offrir une expérience client réussie sur ces canaux va avoir un impact très fort sur les potentiels achats derrière. Et donc, important de ne pas louper le coche sur ces canaux. Alors, je vois Yannick qui pose une question sur l'utilisation de ChatGPT peut-elle répondre à nos problèmes de communication? C'est un bon point. Aujourd'hui, en fait, ChatGPT, et je pense que ça illustre bien la mouvance qu'il y a autour de l'IA en ce moment, ChatGPT, l'enjeu, c'est de faire en sorte d'automatiser ce qui peut l'être déjà, parce qu'on voit que les marques qui s'équipent pour adresser ces canaux qui sont importants et justement qui ont une forte conversion derrière, souvent sont débordés par le nombre de messages qu'ils reçoivent. Donc, le rôle de l'IA là-dedans, c'est de pouvoir automatiser ce qui peut l'être pour permettre à l'humain de se concentrer sur les conversations qui ont la plus forte valeur ajoutée et de pouvoir gérer un nombre raisonnable de conversations. L'autre avantage, c'est effectivement, Yannick, que l'IA, vous pouvez la configurer de sorte à ce qu'elle ait le bon discours qui correspond à votre marque, à votre image de marque, et donc de maîtriser un peu la communication qui peut être faite lorsque ces canaux conversationnels sont utilisés par des personnes qui ne sont pas forcément suffisamment formées pour avoir le discours professionnel attendu. Et donc ça, c'est pour ça que nous, chez Partout, on permet, et c'est quelque chose sur lequel on travaille. On a un exemple ici avec Decathlon qui utilise notre plateforme conversationnelle depuis 2 ans. C'est le constat qu'on a fait avec nos clients. Et nous, on a souhaité, et c'est quelque chose qu'on a intégré en début 2024, on a intégré l'IA justement à ces plateformes conversationnelles pour répondre à cet enjeu. Et ce qui est intéressant de voir avec Decathlon, c'est que tout à l'heure, on partageait la stat de un peu plus de la moitié des conversations dans le cadre de cette étude qui sont liées à une intention d'achat. Chez Partout, nous, justement, sur nos clients qui utilisent notre plateforme conversationnelle depuis 2 ans, on a pu observer qu'on se rapprochait plutôt des 70% des conversations qui sont liées à une intention d'achat. Et une étude de cas plus précise sur Decathlon nous montre que là, on est à 73% des conversations qui sont liées à une intention d'achat, avec des exemples de conversations. Par exemple, ce vélo est-il disponible dans votre magasin? Puis-je louer des skis pour 2 jours? Puis-je acheter ce produit et venir le chercher en magasin? Puis-je utiliser ma carte cadeau? Donc, le fait d'arriver à capter ces demandes sur ces canaux conversationnels, d'arriver à être réactif dans la réponse aux demandes, et c'est là le rôle aussi de l'IA, c'est de vous aider à être réactif, potentiellement vous permet de capter énormément de clients potentiels. Donc, très intéressant d'être présent sur ce canal. Et on peut voir qu'après, les autres typologies de demandes que reçoit Decathlon concernent pour près de 20% des demandes d'information et pour 8% seulement du support. Donc, il y a des canaux qui sont très orientés SAV. On pense par exemple à l'email, aux formulaires de contact qui sont beaucoup utilisés dans une logique SAV. Et on voit que ces canaux conversationnels, il y a une beaucoup plus forte tendance autour d'une dimension avant-vente et d'un enjeu de conversion de potentiels clients en réels clients et de générer du drive to store. Ok, et pour conclure du coup sur cette présentation, donc là on vous a présenté pas mal de chiffres, pas mal de données,
Et comme vous le disait Stan, du coup, c'est juste un aperçu en fait de l'étude. Vous aurez tout du coup à l'intérieur du contenu. Et pour conclure du coup sur ce webinaire, si vous deviez vous résumer du coup à uniquement 3 idées par grande partie sur la recherche locale, du coup, on peut voir que les recherches locales mènent à des vraies visites en magasin. On peut également voir une émergence de social search, notamment sur certaines tranches d'âge, type les 18-34 ans. Et on voit également que les photos, c'est un vrai levier de drive to store. Une deuxième grosse tendance sur la partie e-réputation, c'est que les avis sont toujours aussi ancrés dans les processus de décision, dans le choix d'un établissement dans lequel effectuer un achat. Il y a également toujours plus d'exigences au niveau des notes moyennes par rapport, vis-à-vis des utilisateurs et des réponses qui sont toujours plus plébiscitées sur tout type d'avis, mais notamment les avis négatifs. Enfin, sur la partie conversationnelle, on peut voir que du coup, le conversationnel s'impose vraiment comme un canal de conversion avec une augmentation de l'adoption par rapport à 2023. On a une émergence du conversationnel comme canal de conversion, comme je vous le disais, et comme canal du coup de contact avec une entreprise, notamment sur des intentions d'achat et des attentes de réponse toujours plus rapides de la part des consommateurs. Et là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que vous pouvez d'ores et déjà télécharger notre étude en scannant du coup le QR code qui s'affiche à l'écran ou en restant jusqu'à la fin de la présentation, vous serez automatiquement redirigé vers la page de téléchargement de l'étude et dans tous les cas, je vous l'enverrai également par mail à la fin. Donc, je vous laisse 2 petites secondes pour scanner le QR code si vous le souhaitez. Et j'en profite également pour vous proposer de vous inscrire à notre prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine sur AI Overview. En gros, c'est sur les nouveautés Google sur le futur de la recherche. Donc, ce sera présenté par notre CEO Thibaut Renouf. Et du coup, ce sera mardi prochain à 10 h. Donc, pareil, si vous souhaitez vous inscrire, je vous mettrai également le lien dans le mail de récap que je vous enverrai à la fin. Et là, du coup, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Alors, du coup, si on reprend l'onglet questions. Je vais déjà en prendre une ou deux dans le chat. On ne va pas pouvoir toutes les prendre, mais je vais en prendre une ou deux. On a par exemple la question de Martial qui nous demande comment être en tête des résultats sur une activité hyper concurrentielle comme l'immobilier sur son secteur. Ça, c'est une très bonne question. Alors, il y a déjà des éléments qu'on a partagés dans cette présentation sur lesquels il est important de travailler. C'est d'autant plus important lorsque vous êtes dans le cadre d'un secteur qui est très concurrentiel. Globalement, 3 aspects qui vont vous permettre, 3 bonnes pratiques qui sont très peu utilisées encore aujourd'hui. On voit énormément d'enseignes qui ne le font pas. C'est le fait de ce qu'on disait autour de l'optimisation des informations qui sont présentes sur vos fiches Google. On vous en a partagé 4 exemples aujourd'hui. En réalité, il y en a plusieurs dizaines. Donc, l'idée, c'est de travailler pour optimiser au maximum vos fiches pour qu'elles aient plus de chances de remonter sur Google. L'autre aspect, c'est de les multidiffuser. On voit, il y a cet enjeu autour des plateformes. Nos clients qui se posent ces questions-là, aujourd'hui, nous, on les incite à multidiffuser sur une vingtaine, voire une trentaine de plateformes qui ont du poids pour Google. Et ça vous permet, lorsque vous avez un concurrent qui fait un très bon travail sur Google, mais qui est présent sur aucune autre plateforme, ou alors qui propose des informations partielles ou qui ne sont pas forcément à jour ou cohérentes avec celles qu'il met sur Google, et bien vous, en faisant ce travail-là sur une vingtaine, voire une trentaine de plateformes, vous avez de beaucoup plus grandes chances de remonter dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est un exemple. Et toute la partie autour des avis dont on a parlé, gérer vos avis, améliorer votre note et être plus réactif dans les délais de réponse, c'est également des éléments que peu d'enseignes savent et qui peuvent vous permettre de faire un bon travail pour remonter sur Google. Alors, tac. Au niveau des questions, donc les questions, hop, si on les reprend dans l'ordre, tac. Alors, il semblerait que les mots-clés dans le nom d'établissement GMB étaient pénalisés par Google. Oui, ça c'est vrai.
Tu veux prendre la question? Non, vas-y. C'est vrai, c'est-à-dire que du coup, si vous mettez des mots-clés à l'intérieur, ça s'appelle du keyword stuffing et du coup, c'est extrêmement pénalisé par Google. Donc, ça peut vous aider sur le SEO sur une courte période. Mais si vous êtes signalé par Google, du coup, vous pouvez du coup avoir des fiches qui sont fermées. Donc, on vous le conseille absolument pas, que ce soit ça ou au niveau aussi des noms des localisations. On vous le conseille pas non plus. Parce que, pareil, vous pouvez être pénalisé par Google. Alors, pour un acteur d'un secteur assez classique, banque, assurance, quid de la pertinence du produit message lorsque Google a de son côté coupé la fonctionnalité? Tu veux que... Vas-y, non, Alors, ça dépend vraiment de votre cible. C'est vrai que nous, par exemple, on a pas mal de clients côté bancaire qui ont activé les messages, même que ce soit Google Messages ou autres canaux. Le fait que Google coupe la fonctionnalité message, ça ne veut pas forcément dire que du coup le conversationnel n'a pas d'avenir. Justement, au contraire, ça montre uniquement en fait que le produit message de Google n'a pas fonctionné parce qu'il y a l'émergence d'autres plateformes de messagerie qui ont plus de poids que Google Message. Et il y a un autre aspect qui est important à avoir en tête. Google, aujourd'hui, nous, dans les échanges qu'on a avec eux, ce qui nous indique, c'est pas forcément une volonté de ne plus travailler sur cet aspect. C'est surtout un enjeu autour d'un sujet de refocus. Google, il y a un petit sujet qui est arrivé il n'y a pas longtemps qui s'appelle l'intelligence artificielle sur le marché. Google met de gros efforts sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. On voit c'est un peu la guerre aujourd'hui des IA. Et donc, Google a un enjeu court terme de se refocus sur ces aspects autour du développement de l'intelligence artificielle, mais c'est potentiellement des sujets qu'ils réattaqueront derrière, soit en le proposant propre, mais c'est vrai que c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. On voyait avec WhatsApp aujourd'hui, qui est extrêmement légitime sur ce marché-là, qui a une appli qui est plus ancrée dans les habitudes aujourd'hui des consommateurs, parce que WhatsApp, c'est ce que vous utilisez au quotidien pour échanger avec vos amis, votre famille, donc ça paraît plus logique de passer sur ce canal également pour contacter une marque et avoir cette relation de proximité avec une marque. Donc lié à ces deux facteurs-là, voilà, Google a décidé d'arrêter, mais c'est certainement pas quelque chose qu'ils abandonneront complètement. On va dire qu'il y a plutôt un refocus qui se fait sur l'IA aujourd'hui. Donc, pour info, ceux qui travaillaient sur Google Messages, fin juillet, la fonctionnalité sera complètement arrêtée. Et donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement à réfléchir, au vu de des canaux émergents et importants aujourd'hui conversationnels, réfléchir à comment adapter votre stratégie conversationnelle, miser sur d'autres canaux. On voit que WhatsApp devient très fort, on voit que Facebook Messenger est la plateforme la plus utilisée aujourd'hui. Commencez à essayer d'habituer vos clients à vous contacter sur ces canaux-là, à les mettre en avant, soit sur vos fiches, soit sur votre site internet, et miser plutôt sur ces canaux-là pour faire de la conversion. Alors, une question de Cécilia. Peut-on se passer d'un site web si on a une bonne fiche Google et des réseaux sociaux actifs? Alors, on va dire que c'est complémentaire. Aujourd'hui, se passer d'un site web, les sites web deviennent de moins en moins importants du fait de la plateformisation et qu'aujourd'hui, les habitudes des consommateurs sont plus liées à de la visite sur des plateformes et on fait beaucoup plus d'actions sur Google et sur d'autres plateformes que sur les sites web en direct. En revanche, les sites web restent extrêmement importants, notamment avec pas mal de choses qui vont arriver par rapport au DMA, donc le Digital Marketing Act, qui est en train d'imposer des restrictions à Google par rapport à un monopole qu'ils ont aujourd'hui sur le marché. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que les sites web vont potentiellement plus remonter aussi dans les résultats de recherche demain. En tout cas, c'est des choses qui vont pas mal bouger côté Google. Et donc, c'est très important qu'il y ait une bonne complémentarité en fait, entre votre site web et vos fiches Google. C'est pour ça qu'il est important d'ailleurs d'indiquer sur vos fiches Google l'URL de votre site web et que votre site web contienne des informations pertinentes sur vos établissements. Pour ceux qui ont un grand nombre d'établissements, bien travailler sur son store locator qui permet de référencer tous vos établissements, une map de tous vos établissements sur votre site web, d'avoir un store locator optimisé et bien en lien avec les données de vos établissements, c'est également quelque chose de très important et la bonne formule, c'est de travailler sur les deux pour être très bon sur le SEO. Alors, tac. Une autre
autre question. Est-ce intéressant du coup de diffuser sur TikTok si on est dans le secteur bancaire? Ça va surtout dépendre en fait de votre cible, voir en gros quelle cible vous souhaitez adresser parce que vous n'allez pas forcément adresser du coup la même cible que ce soit au niveau de TikTok, d'Instagram, de Facebook ou même de vos fiches Google. Donc après avoir, c'est un travail surtout à faire vous de votre côté, à savoir quelle cible vous souhaitez adresser. Il n'y a pas de raison que du coup sur du secteur bancaire vous ne puissiez pas adresser TikTok si vous souhaitez adresser du coup une cible plus jeune. Comment gérer les SMS via WhatsApp et Messenger sans être submergé? Tu veux prendre la question? C'est un très bon point. J'avais commencé à donner des éléments de réponse là-dessus. C'est effectivement l'enjeu, c'est déjà d'être présent sur ces canaux, mais derrière, c'est de les gérer. Souvent, nos clients d'ailleurs qui ont travaillé là-dessus se sont retrouvés un peu submergés par ces canaux conversationnels. La bonne pratique, c'est de mettre en place, justement, aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de mettre en place de l'IA pour pouvoir automatiser une réponse. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui avec nos clients qui utilisent notre agent Jim d'IA pour gérer ces canaux conversationnels, c'est que Jim peut automatiser jusqu'à 70% des conversations. Et donc ça vous permet de d'élaguer déjà les conversations qui pourraient être automatisées et vous de vous concentrer uniquement sur celles qui sont les plus pertinentes. Donc le bon combo, et c'est la bonne nouvelle de l'arrivée de l'IA, c'est que le bon combo entre l'IA et l'humain permet de mieux gérer ces canaux sur lesquels vous êtes un peu inondé. Petite question de Aurélien. Y a-t-il un moyen de savoir si un client en boutique est venu via la découverte de votre fiche Google? Comment avoir une traçabilité là-dessus? Alors, c'est un bon point. Forcément, on ne peut pas tracer lorsque le client y vient, à part lui demander, lorsque vous êtes dans l'établissement, il n'y a pas d'autre moyen que de le savoir. En revanche, ce qui est intéressant de suivre, et ce que nos clients suivent avec Partout, c'est combien de fois leurs fiches sont remontées dans les résultats de recherche, sur quels mots-clés, combien de fois les fiches ont été cliquées et combien de fois il y a eu des call to action. Et notamment, ce qu'on va suivre, c'est les demandes d'itinéraire. Et donc, on va être en mesure de voir sur toutes les recherches qui ont été effectuées, combien de fiches pour combien de fiches il y a eu une demande d'itinéraire. Et donc, bien entendu, l'idée, c'est de savoir si le client est venu derrière, mais globalement, quand vous avez fait une demande d'itinéraire sur un établissement, quand on voit qu'il y a plus de la moitié des répondants qui se rendent dans un établissement pour lequel ils ont effectué une recherche, ça doit vous donner une idée d'ailleurs de la traçabilité de l'impact de vos fiches Google sur votre trafic en magasin. Et autre question d'Aurélien, où est-ce qu'il faut placer les mots-clés pour apparaître sur les recherches type découverte? Alors ça, c'est des mots-clés qui doivent apparaître sur votre site web. C'est justement le bon combo entre les sites web et les fiches Google. Lorsque vous avez plusieurs boutiques d'ailleurs, et ça rejoint le sujet Store Locator, la bonne pratique, c'est de mettre en place des mots-clés sur les pages de vos magasins qui vont correspondre aux recherches que vont faire vos clients. Et après, ces mots-clés-là, ils sont importants à renseigner dans les services que vous proposez, donc sur vos fiches Google. Et on l'a vu avec les catégories, avec l'exemple des bornes de recharge électrique. Ça, c'est important d'étoffer le nombre de catégories que vous allez mettre avec les mots-clés qui vont correspondre aux recherches de vos clients pour qu'ils puissent vous trouver sur ces recherches découvertes et que vous puissiez plus apparaître. Il y aurait plein d'autres aspects à voir là-dessus, mais n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez creuser cette dimension-là. Je vous mets du coup nos contacts juste là, comme ça, si vous avez besoin du coup de nous envoyer un mail ou autre avec une question que vous ne souhaitez pas poser dans le chat ou qui vous revient par la suite, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous enverrai un mail de récap, donc vous pourrez aussi rebondir sur celui-ci. Alors, tac, je crois qu'on a quand même répondu à une grosse majorité des questions. Tac. Merci Patrick, au plaisir. Concernant Merci, les photos qui enrichissent les fiches magasins, comment gérer les droits à l'image sur les sites au trafic lorsqu'on peut photographier de jour? Y a-t-il une particularité juridique? Oula, c'est une question assez technique. Je ne sais pas si toi, tu as la réponse. Non, pour le coup. Ok, bon, du coup, on demandera en interne parce que c'est une question un peu complexe. Mais je reviendrai vers vous, du coup, Valérie, pour répondre à cette question. Alors, comment peut-on utiliser les avis ou les bonnes notes de votre établissement pour gagner en notoriété, par exemple?
Du coup, ça, on y a plus ou moins répondu, mais du coup, le fait d'avoir un fort taux d'avis, donc un nombre d'avis assez suffisant et une bonne note, ça vous permet de remonter dans les résultats de recherche. On n'en a peut-être pas forcément beaucoup parlé, mais également les termes qu'utilisent les utilisateurs dans les avis, ça vous permet également de vous ranker sur certains mots-clés sur lesquels vous n'auriez pas pensé. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir du coup exploiter un maximum les avis de vos fiches. Tout à fait. Et on peut vous partager une bonne pratique là-dessus. Bien entendu, vous ne pouvez pas contrôler les mots que vont utiliser vos clients pour vous mettre des avis. En revanche, il y a une très bonne pratique autour de ça. C'est lorsque vous allez répondre aux avis de vos clients, c'est d'intégrer dans votre réponse les mots-clés qui vous intéressent. Et en fait, plus vous allez, je vous donne un exemple, si on reste dans le thème des bornes électriques, si vous avez un client qui vient vous mettre un avis pour vous dire voilà, super expérience avec une note de 5 étoiles, dans la réponse à cet avis, si vous souhaitez mettre en avant le fait que vous voulez plus être trouvé sur le sujet des bornes électriques, vous pouvez répondre à l'avis en disant « Nous sommes ravis que nos bornes électriques vous aient apporté satisfaction ». C'est un exemple très de tête comme ça, mais globalement, plus vous allez justement mettre dans vos réponses des mots-clés qui vous intéressent, plus vos clients qui vont consulter les avis avant de vous mettre un avis vont par défaut réutiliser vos mots pour mettre des avis également. Donc en fait, vous pouvez influencer le discours et les éléments de discours de vos clients en les utilisant vous-même dans la réponse aux avis. Je crois que du coup, on a... Et Frédéric qui souhaiterait obtenir le replay de ce webinaire, ouais. Ce sera tout à fait possible. Également, Pierre Gabriel, du coup, oui, on a l'étude traduite en anglais, donc là, on est sur l'étude française, mais vous avez également l'étude européenne qui est sortie ce matin. Donc, on a l'étude qui a été adaptée et traduite, du coup, en anglais. On l'a également en italien, en espagnol, pour l'Amérique latine et en portugais. Donc voilà, vous avez un panel assez vaste. Donc si vous souhaitez du coup avoir l'étude, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, donc pour récapituler, est-ce qu'on prend peut-être une question, une dernière question pour clôturer? Ouais. Alors je ne sais pas si aujourd'hui le secteur assurance-banque utilise directement leurs applications pour communiquer avec leurs clients. Du coup, est-ce toujours pertinent d'utiliser WhatsApp et Messenger? Tout à fait. En fait, c'est là qu'on voit qu'il y a des habitudes en fonction des différents secteurs sur les canaux qui sont utilisés. WhatsApp, dans le secteur de la banque assurance, c'est également un canal qui va devenir très fort. L'idée, c'est plutôt de savoir quel usage pour quel canal. Je pense qu'il y a des canaux qui vont être plus, surtout dans l'univers de la banque assurance, liés à de la relation client, une gestion un peu au quotidien peut-être de dossiers qui passent par une appli. Mais le fait que la banque soit présente sur WhatsApp, par exemple, pour les plus jeunes, ça va plus parler que de passer par l'appli. Donc, ça dépend aussi des des usages de ces canaux et des différentes tranches d'âge que vous allez cibler. Mais c'est vrai que si vous êtes une banque, on voit par exemple les banques en ligne aujourd'hui qui s'adressent plutôt à des populations plus jeunes, ces banques, si elles se positionnent sur le canal WhatsApp, elles ont potentiellement plus de chances de se rapprocher davantage de leur audience que de passer par une messagerie d'une application. Donc, toute la question se pose autour toujours de la cible et des tendances autour de ces canaux. Pourquoi les notes Google descendent très vite et remontent très lentement? Et on peut terminer sur cette question. Déjà, je pense que, alors c'est très français, mais je pense que de manière générale, on sera tous d'accord, les clients les mécontents s'expriment beaucoup plus que les clients contents. Ça, c'est une règle, malheureusement. Donc, forcément, vous avez plus tendance à recevoir des avis qui sont négatifs. Et c'est pour ça que l'enjeu, c'est d'arriver à générer sur les bons points de contact, de générer des sollicitations d'avis positifs pour pouvoir impacter cette note. La bonne pratique, c'est que vous avez un client qui vient vous voir en boutique.
le contact s'est bien passé, vous sentez que c'est un client qui est content, vous pouvez lui proposer, soit lui pousser un QR code. J'ai vu qu'une personne dans le chat partageait cette bonne pratique aussi. Et lorsque vous avez ses coordonnées, vous pouvez même la prévenir que vous allez lui envoyer un SMS pour lui proposer de mettre un avis en quelques clics. Et donc ça, c'est des bonnes choses à mettre en place pour pouvoir impacter positivement votre note sur Google. Et je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Ouais. Merci à tous d'avoir rejoint ce live. Ça a été un plaisir de vous avoir. Oui. Et n'hésitez pas, si vous voulez du coup accéder à l'étude, restez sur le lien pour pouvoir directement être redirigé vers l'étude. Et je vous enverrai de toute façon un récap complet à la fin du live. Donc merci à tous de nous avoir rejoints.